Salam alaikum wa rahmatullah, chers élèves. Aujourd'hui, on va poursuivre notre analyse concernant la phrase complexe. Alors, après avoir étudié dans la vidéo précédente les procédés de la juxtaposition et de la coordination, la juxtaposition qui consiste à relier les propositions par un signe de ponctuation, deux points, bien une virgule, bien un point virgule, et la coordination qui consiste à relier les propositions par un mot de liaison, notamment les conjonctions de coordination et les adverbes de liaison. Alors on va voir aujourd'hui comment construire des phrases complexes en employant le troisième procédé qui est la subordination. Alors, un petit rappel de ce qu'on a vu à propos de la subordination pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, la subordination consiste à relier deux propositions, une première dite principale et une deuxième qui est subordonnée, c'est-à-dire dépendante de la première. Les deux propositions sont reliées par un mot appelé le subordonnant. Alors ce mot-là, il établit une relation, il établit un rapport de dépendance et il introduit la proposition subordonnée, c'est-à-dire comme il présente la proposition subordonnée. Alors jusque-là, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut garder à la tête, c'est que la subordination consiste à relier une proposition principale à une autre subordonnée à l'aide d'un mot appelé le subordonnant. Et par la suite, on va se focaliser sur les catégories des propositions subordonnées. Alors généralement, il existe trois catégories. Il y a la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Alors commençons par la subordonnée relative. Alors le mot ou bien le terme relative vient du mot relation. Alors sûrement que cette proposition va établir une relation entre deux propositions ayant un élément commun. Prenons l'exemple pour mieux comprendre. Je te parle des amis. Ces amis sont venus hier. Alors que constatez-vous dans ces deux phrases? Ils ont un élément commun. D'accord? C'est-à-dire, ils ont un élément qui se répète, qui est le mot ami. Alors, pour construire une phrase complexe, alors on doit quoi faire? On doit, c'est-à-dire pour relier ces deux phrases, on doit supprimer le mot qui se répète. On doit le remplacer par un mot qui est appelé le pronom relatif. Alors pourquoi il s'appelle le pronom relatif? C'est parce qu'il établit la relation entre ces deux phrases pour avoir une phrase complexe. Alors regardez. Pourquoi il s'agit d'une phrase complexe? C'est parce qu'il y a deux verbes. Il y a le verbe parler, je te parle. Il y a le verbe être, sont. D'accord? Alors, il y a deux verbes, alors il s'agit d'une phrase complexe. Où est la proposition principale? C'est je te parle des amis. Et où est la proposition subordonnée? C'est qui sont venus hier. Alors, quelle est la fonction de cette subordonnée relative? Alors, la proposition subordonnée relative permet de donner des informations complémentaires sur un nom ou un pronom sans commencer une nouvelle phrase. C'est-à-dire quoi? Prenons toujours notre exemple. Je te parle des amis. Alors, il s'agit de quels amis? Ce sont les amis qui sont venus hier. Alors, qu'est-ce qui nous a apporté cette proposition subordonnée relative? Il nous a apporté, il nous a donné des informations complémentaires sur ces amis-là. Les amis qui est, c'est un nom, d'accord? Et sans commencer une nouvelle phrase. Je te parle des amis. Il s'agit de quels amis qui sont venus hier. Alors, pour relier ces deux phrases, dans la subordonnée, pour avoir une subordonnée relative, on aura besoin des pronoms relatifs. D'accord? Alors, il y a généralement quatre pronoms relatifs simples. Il y a qui, qu'on vient de le voir. Je surveille Marc. Marc joue dans le parc. Prenons cet exemple. Alors, quel est l'élément qui se répète? C'est Marc. Alors, quelle est la nature grammaticale de Marc dans la deuxième phrase? Marc joue dans le parc. Alors, Marc, c'est celui qui fait l'action. Alors, la nature grammaticale, c'est un sujet. D'accord? Alors, le pronom relatif qui remplace le sujet, c'est le pronom qui. Alors, on peut dire je surveille Marc qui joue dans le parc. Alors, pour le deuxième pronom, que j'ai acheté un livre, j'aime beaucoup ce livre.
Alors, quel est le mot qui se répète? C'est le livre, d'accord? Alors, pour le mot qui se répète dans la deuxième phrase, j'aime beaucoup ce livre. Quelle est la nature grammaticale de ce mot? C'est un complément d'objet direct. J'aime beaucoup quoi? J'aime beaucoup ce livre. Alors, le pronom relatif qui remplace le complément d'objet direct, c'est le pronom que. D'accord? J'ai acheté un livre que j'aime beaucoup. Alors, passons au troisième pronom, donc. Je te présente Sophie. Tu connais bien la sœur de Sophie. Alors, toujours, quel est l'élément, bien, quel est le mot qui se répète, c'est Sophie. Alors, Sophie, quelle est la nature grammaticale de Sophie dans la deuxième phrase? Tu connais bien la sœur de Sophie. Alors, de Sophie, c'est un complément de nom. C'est un complément qui est introduit par la préposition de. Alors, tous les compléments qui sont introduits par la préposition de, alors le pronom relatif qui les remplace, c'est dont. Alors, on peut avoir, je te présente Sophie, dont tu connais bien la sœur. D'accord? Pour ne pas répéter le nom Sophie. Alors, le dernier pronom relatif simple, c'est où. On connaît déjà la fonction de ce pronom, c'est pour indiquer le lieu, c'est pour indiquer l'endroit. On arrive au village, je passe mes vacances dans ce village. Alors, quel est le mot toujours qui se répète? C'est le village. Alors, ce mot-là, je passe mes vacances dans ce village, ça c'est un complément circonstanciel de lieu. C'est-à-dire, il indique le lieu où je passe mes vacances. Alors, quel est le pronom relatif qui remplace le complément circonstanciel de lieu? C'est où. On arrive au village où je passe mes vacances. Alors, retenons bien qui, que, donc, où remplace un nom. Il remplace toujours un nom, bien un pronom. Le nom qu'il remplace s'appelle l'antécédent du pronom relatif. D'accord? Alors, le nom remplacé par ce pronom-là, il est appelé l'antécédent. Les propositions qu'ils introduisent sont des propositions subordonnées relatives. L'antécédent peut être un pronom aussi, par exemple, c'est toi qui feras la vaisselle. Alors, le pronom relatif qui, il remplace toi. Toi, c'est un pronom tonique. Alors, les pronoms qu'on vient de voir tout à l'heure, ce sont des pronoms invariables, d'accord? C'est-à-dire quoi invariable? C'est-à-dire ils ne varient pas selon le genre ou bien le nombre. C'est-à-dire, si on a un nom qui est féminin ou bien masculin, on doit avoir toujours le même pronom relatif sans le modifier. Mais il existe d'autres pronoms relatifs qui sont variables, c'est-à-dire qu'on doit les modifier selon le genre et le nombre, ce sont les dérivés de quel. Par exemple, lequel, laquelle, lesquels, auquel, duquel, laquelle, etc. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on emploie les pronoms variables? C'est lorsqu'on a une proposition telle que sur, sans, pour, etc. C'est-à-dire, après une proposition sur, avec, sans, pour, alors on doit employer le pronom relatif, lequel, et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est-à-dire, lorsque le mot répété est un nom ou pronom féminin singulier, on doit utiliser par exemple laquelle. S'il est au pluriel, on doit utiliser lesquels. D'accord? Alors illustrons cela par un exemple, ou bien par des exemples. Alors c'est la table sur laquelle j'ai écrit pendant toute mon enfance. Alors quelle est la phrase originale? C'est la table, j'ai écrit sur cette table pendant toute mon enfance. Alors, quel est le nom qui se répète? C'est la table. Alors, la table, elle est introduite par quelle préposition? Elle est introduite par la préposition sur. Alors, on a dit dans la règle, tous les noms qui se trouvent après une proposition comme sur, avec, sans, ils doivent être remplacés par les pronoms relatifs, les dérivés de quel, d'accord? Alors, c'est la table sur laquelle, puisque la table c'est un nom féminin singulier, sur laquelle j'ai écrit pendant
toute mon enfance. Alors, passons au deuxième exemple. Vous connaissez les deux magasins devant lesquels on a installé la poubelle. Alors, quelle est la phrase principale? Ou bien les deux phrases qui constituent cette phrase complexe. Vous connaissez les deux magasins. On a installé la poubelle devant ces deux magasins. Alors, comme vous constatez, il y a la répétition de magasins. Et les magasins, ils sont introduits par quelle proposition? Ils sont introduits par devant. D'accord? Devant. Alors, pour construire une phrase complète, je peux dire, vous connaissez les deux magasins devant lesquels on a installé la poubelle. Alors, pourquoi j'ai utilisé lesquels? C'est parce qu'il s'agit de deux magasins. C'est un nom qui est masculin, pluriel. Alors, le troisième exemple, le document auquel, c'est-à-dire c'est la contraction de à lesquels. Les documents auxquels je pense sont dans la salle des archives. Quelle est la phrase, ou bien les deux phrases qui constituent cette phrase complexe? Les documents sont dans la salle. Je pense à ces documents. Alors, pour éviter la répétition, je dois remplacer les documents par auquel. Pourquoi? C'est parce que les documents sont introduits dans la deuxième phrase, sont introduits, c'est un nom qui est introduit par la préposition à. Les documents auxquels je pense sont dans la salle des archives. Alors pourquoi j'ai choisi auquel? Parce qu'il s'agit des documents, c'est un nom qui est plus masculin, pluriel. Alors, passons maintenant à la deuxième catégorie qui est la subordonnée complétive. Alors, toujours les noms des procédés sont importants. D'accord? Alors, complétive vient du mot complément, donc ça va compléter quelque chose. Alors, une proposition subordonnée complétive donne des précisions sur le verbe et les circonstances de l'action. Alors, on a vu que la subordonnée relative donne des précisions sur un nom ou bien un pronom, mais celle-ci donne des précisions sur un verbe, ce qui fait la distinction entre les deux. On ne peut pas ni la déplacer ni la supprimer et c'est presque toujours un complément d'objet direct, bien un complément d'objet indirect, bien un complément de nom. Alors prenons l'exemple pour mieux comprendre. On a je pense que j'arriverai demain. Je pense que j'arriverai demain. Alors je pense quoi? Je pense que j'arriverai demain. Alors ça apporte une précision sur le verbe. Ça donne des précisions sur le verbe. Je pense quoi? Je pense que j'arriverai demain et ça remplit la fonction d'un complément d'objet direct. Alors généralement, il existe trois types de subordonnées complétives. Il y a la complétive conjonctive, la complétive infinitive et la complétive interrogative. Alors commençons par la complétive conjonctive. Qu'est-ce qu'une proposition complétive conjonctive? Alors elle est toujours introduite par la conjonction de subordination que. C'est-à-dire, on doit toujours trouver que. Alors, la proposition complétive, elle est toujours présentée par la conjonction de subordination que. Elle est généralement COD d'un verbe de penser. C'est-à-dire, lorsque j'ai, par exemple, je pense, j'estime, etc. Un verbe de sentiment, par exemple, j'aime, j'apprécie. Un verbe de perception comme voir, entendre. Par exemple, je vois quelque chose, j'entends. Un verbe de parole, par exemple, dire, répondre. Ou encore d'un verbe impersonnel. Il arrive, bien, il faut, etc. Alors, prenons l'exemple. C'est comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Je veux qu'il neige. Alors, je veux quoi? Je veux qu'il neige. Alors, la subordonnée complétive conjonctive, là, c'est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question je veux quoi? Je veux qu'il neige. Alors, elle est introduite par la conjonction de subordination que. D'accord? Elle est introduite par que. Alors, il s'agit d'une proposition complétive conjonctive. Mon souhait est que tu viennes. Mon souhait est que tu viennes. Mon souhait est quoi? Mon souhait est que tu viennes. D'accord? Et elle remplit la fonction d'un complément d'objet direct. Alors regardez, quelle est la différence entre la complétive et la relative?
Alors, pour la relative, le pronom, il remplace un nom. Alors, pour la complétive, et si la conjonction de subordination, par exemple, que, c'est pour apporter des informations, pour apporter des précisions sur un verbe. D'accord? Je veux qu'il neige. Je veux quoi? Alors, on trouve la complétive après un verbe, alors qu'on trouve la relative après un nom. Alors, pour le deuxième type, qu'est-ce qu'une proposition complétive infinitive? Alors, ils ne contiennent pas de mots introducteurs et comprend un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette proposition complétive infinitive, il ne comporte pas un mot représentatif. C'est-à-dire, on ne trouve pas un mot comme que, par exemple, pour un mot intermédiaire entre le verbe et entre cette proposition. Et il est souvent COD d'un verbe de perception comme voir, entendre, sentir, etc. Alors, prenons l'exemple pour illustrer la règle. Je vois quoi? Je vois les chevaux courir. Alors, entre le verbe voir et la proposition les chevaux courir, il n'y a pas de conjonction de subordination, d'accord? Alors, elle est attachée directement. Alors, pas de mot introducteur. Regardez, c'est ça, c'est une phrase qui est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux verbes. Il y a le verbe voir et il y a le verbe courir. D'accord? Alors, la proposition principale, c'est je vois. D'accord? Et la proposition subordonnée, c'est les chevaux courir. D'accord? Alors, les chevaux courir, c'est une proposition complétive infinitive parce qu'il comporte un verbe à l'infinitif. Passons au troisième type. Qu'est-ce qu'une proposition complétive interrogative? Alors, puisqu'il est appelé interrogative, alors sûrement il y a une interrogation. Alors, elle complète un verbe exprimant l'interrogation, se demander ou l'ignorance, c'est-à-dire ignorer, ne pas savoir. Alors, il peut exprimer une interrogation totale ou partielle. Alors, pour cette proposition complétive interrogative, il contient dans son sens une question. D'accord? C'est comme la transformation du discours direct au discours indirect en cas de question. C'est pour cela qu'elle est nommée interrogative, car elle implique euh, une question qui est une interrogation qui est totale ou bien partielle. Une interrogation totale, c'est une interrogation auquel on peut répondre par oui ou bien par non. Alors qu'une interrogation partielle, c'est une interrogation auquel on peut répondre par un mot ou bien par une phrase. Alors, prenons l'exemple, je me demande si elle viendra. Alors, où est la proposition complétive interrogative? C'est si elle viendra. D'accord? Alors, on a là une phrase complexe toujours. Il y a je me demande, la proposition principale. Si elle viendra, c'est la proposition subordonnée. Alors, cette proposition subordonnée, il s'agit d'une complétive interrogative puisqu'il y a une interrogation qui est effectuée par le mot si. D'accord? Je me demande quoi? Je me demande si elle viendra. Alors, l'interrogation partielle est introduite par un mot interrogatif comme où, quand, comment, combien, pourquoi, quel. Par exemple, où pour s'interroger sur le lieu ou bien l'endroit, quand pour s'interroger sur le temps, comment pour la manière, combien pour la quantité, pourquoi pour la cause, etc. Alors, prenons l'exemple, je me demande quel âge il a. Je me demande quel âge il a. Alors, où est la complétive interrogative? C'est quel âge il a puisqu'il est introduit par le mot quel. D'accord? J'ignore pourquoi il est parti. J'ignore pourquoi il est parti. Où est la complétive interrogative? C'est pourquoi il est parti. Alors regardez, ces propositions sont toujours après un verbe. D'accord? C'est pour la distinction entre la proposition complétive et la proposition relative. Passons maintenant à la dernière catégorie qui est la subordonnée circonstancielle. Alors, les circonstances en général, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les particularités, c'est-à-dire les conditions, c'est-à-dire les détails d'une chose. Ça porte des informations sur le temps, sur le lieu, sur la manière.
D'accord? Alors, la subordonnée circonstancielle, c'est quoi? C'est une subordonnée qui remplit la fonction de complément circonstanciel. Elle apporte sur l'action exprimée par le verbe de la principale une précision sur quoi? Une précision de quoi, pardon? De temps, de cause, de conséquence, de but, de condition ou de position. Alors, prenons par exemple la proposition subordonnée circonstancielle de temps. C'est-à-dire, c'est la proposition qui apporte des informations sur le temps de l'action. Alors, elle est utilisée pour situer l'action dans le temps. Alors, il peut exprimer quoi? Il peut exprimer la simultanéité. C'est-à-dire quoi la simultanéité? C'est-à-dire deux choses qui se passent en même temps. On peut utiliser pendant que, par exemple. Il peut aussi exprimer l'antériorité. L'antériorité, c'est-à-dire une chose qui se passe avant une autre. On peut utiliser avant que, d'accord? Il peut exprimer aussi la postériorité. La postériorité, c'est une chose qui se passe, ou bien qui se déroule après une autre. On peut utiliser après que. Alors, prenons l'exemple. Il a quitté la salle avant que la réunion ne soit terminée. Alors là, c'est une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux verbes. Le premier verbe, a quitté, d'accord? C'est le verbe quitter, a quitté, d'accord? Le deuxième verbe, soit. C'est le verbe être, d'accord? C'est un verbe qui est au subjonctif. Il a quitté la salle avant que la réunion ne soit terminée. Alors, où est la subordonnée principale? Où est la subordonnée? Où est la proposition principale et où est la proposition subordonnée? La proposition principale, il a quitté la salle, d'accord? C'est la première proposition. La proposition subordonnée, avant que la réunion ne soit terminée. Alors, pourquoi il s'agit d'une subordonnée circonstancielle? C'est parce qu'il apporte des informations. Il apporte des précisions de quoi? De temps. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a quitté la salle avant la fin de la réunion. C'est-à-dire, il exprime l'antériorité. Alors, passons maintenant à la subordonnée circonstancielle de but. Alors, la subordonnée circonstancielle de but, elle exprime l'intention, c'est-à-dire elle exprime l'objectif à atteindre ou à éviter. Alors, il commence par pour que, afin que, de sorte que, de crainte que. Ce sont tous des locutions qui expriment, qui introduisent le but ou bien l'objectif et se conjuguent au subjonctif. C'est-à-dire que le verbe qu'on trouve dans la subordonnée circonstancielle, il se conjugue au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il y a que. D'accord? Exemple, il insiste pour que tu viennes. Il insiste. Pourquoi? Pour que tu viennes. Alors, où est la proposition subordonnée circonstancielle? C'est pour que tu viennes. D'accord? Elle est introduite par pour que. D'accord? C'est pour exprimer, c'est pour exprimer l'objectif, pour exprimer l'intention, bien le but. Alors, passons à la subordonnée circonstancielle de cause. La subordonnée circonstancielle de cause. Alors, elle précise la raison, c'est-à-dire elle précise la cause de l'action. Alors, elle commence par comme, parce que, puisque, étant donné que, etc. Et se conjugue le verbe de cette subordonnée que se conjugue à l'indicatif et au conditionnel. Alors, par exemple, comme il neige, le match a été annulé. Alors, où est la subordonnée circonstancielle? C'est comme il neige, même s'il est placé avant la subordonnée, avant la proposition principale. Alors, comme il neige, c'est la subordonnée circonstancielle, d'accord? Il apporte des informations sur quoi et des précisions de quoi? Des précisions de cause, d'accord? Parce qu'il neige, comme il neige, le match a été annulé. Alors, pourquoi le match a été annulé? C'est parce qu'il neige. Alors, pour la subordonnée circonstancielle de conséquence, elle précise le résultat atteint ou l'effet obtenu. D'accord? Il commence par si bien que, de façon que, de sorte que, tellement, etc.
Alors, il se conjugue à l'indicatif ou au conditionnel. Alors, par exemple, il neige, si bien que le match a été annulé. Alors, le match a été annulé à cause de quoi? À cause de la neige. Alors, le match a été annulé, ça c'est une conséquence puisqu'il neige. Alors, cette conséquence, elle est introduite par quelle locution? Par si bien. D'accord? Alors, si bien que le match a été annulé, ça c'est une subordonnée circonstancielle de conséquence. Alors, passons maintenant à la subordonnée circonstancielle de condition. D'accord? Alors, elle est utilisée lorsqu'un fait ou une action est nécessaire avant de réaliser un autre fait ou une autre action. C'est-à-dire, on doit avoir une condition avant que la deuxième action soit faite ou bien soit réalisée. Alors, commence par si, à condition que, en supposant que, à moins que. Après si se conjugue à l'indicatif, sinon se conjugue au subjonctif. C'est-à-dire, on doit conjuguer le verbe qui se trouve après si, soit à l'indicatif, au mode de l'indicatif, soit au mode du subjonctif. Prenons l'exemple, si il n'est pas malade, il jouera dehors. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à condition qu'il ne soit pas malade, c'est-à-dire s'il est sain, il va jouer dehors. D'accord? Alors, où est la subordonnée circonstancielle de condition qui exprime la condition? C'est si elle n'est pas malade. Alors, prenons la subordonnée circonstancielle d'opposition. Alors, cette subordonnée, elle exprime l'opposition avec ce qui est dit dans la principale. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que deux choses qui sont contradictoires. Alors, il commence par quand, alors que, tandis que, pendant que, bien loin que, sans que, il y a que, etc. Alors, prenons l'exemple, elle a les yeux bleus, alors que ses frères ont les yeux gris. C'est-à-dire, elle a des yeux qui sont différents de ceux de ses frères. D'accord? Elle a les yeux bleus, ça c'est la proposition principale. Alors que ses frères ont les yeux gris, il exprime la contradiction, l'opposition, d'accord? Par la locution alors que. Alors que ses frères ont les yeux gris, ça c'est une subordonnée circonstancielle d'opposition. Alors, c'est tout pour ce cours. Pour l'instant, il ne reste que de mettre en pratique toutes ces connaissances théoriques. Alors, vous allez trouver en bas des exercices bien choisis pour évaluer votre compréhension. Donc, à tout à l'heure et on se retrouve pour une nouvelle leçon.